Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de Jacques Lang, qui a été ministre de la Culture, mais qui a aussi été pendant de nombreuses années, jusqu'à sa démission, hier, je crois, directeur de l'Institut du monde arabe. Alors, Jacques Lang, il est connu pour celui qui a créé la fête de la musique, où tous les esclaves ou les gens pauvres peuvent avoir une journée de libération où ils peuvent s'exprimer dans la rue en chantant ou en tapant sur des casseroles. Mais ce qui est plus intéressant quand on étudie le cas Jacques Lang, en dehors bien sûr du fait que Jacques Lang est un amoureux de la jeunesse et des cultures urbaines et qu'il a lancé bien sûr à son époque le rap et le hip-hop, H-I-P-H-O-P, je crois que c'est avec Sydney, c'était assez sympa d'ailleurs. Jacques Lang, qui est un amoureux des jeunes de banlieue et de leur culture urbaine, Jacques Lang est aussi quelqu'un qui est très bien rémunéré par l'État français, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et en période de crise, je suis heureux de voir que certaines personnes continuent à vivre dans l'opulence, ce qui donne un espoir à tous et surtout aux sans-dents, aux pauvres. Donc je vais vous parler un peu des revenus de Jacques Lang, car c'est un sujet qui m'intéresse puisque, comme beaucoup d'entre vous, je le finance. Alors je vais vous parler des revenus de Jacques Lang. Alors j'ai fait une petite estimation avec mon ami virtuel ChatGPT, qui bien que souvent biaisé et woke, est parfois assez intéressante sur son ouverture sur l'Internet open source et sur les estimations qu'elle peut tirer des statistiques. Alors, je vais vous parler des revenus de Jacques Lang, estimation basée sur les données médiatiques et rapports publics, et je remercie ChatGPT. Jacques Lang a cumulé plusieurs sources de revenus. Son salaire à l'Institut du monde arabe, ses retraites issues de sa carrière politique, ainsi que ses revenus annexes provenant de livres et de conférences. Salaire de président de l'Institut arabe, IMA. Environ 9 000 à 10 000 euros bruts par mois, soit 108 à 120 000 euros bruts par an. Ce salaire est versé à l'IMA, institut financé majoritairement par les subventions de l'État français. Donc l'Institut du monde arabe est financé par nous, les Français, de toute origine et de toute religion d'ailleurs. Retraite cumulée, issue de sa carrière politique, environ 15 à 15 500 euros bruts par mois, soit 180 000 euros à 186 000 euros bruts par an. Ces retraites proviennent de ses anciens mandats publics, notamment comme ministre, député et maire. Revenus liés aux livres et conférences. Ces revenus sont variables et non publics. Ils dépendent du nombre de conférences données, de ventes de livres et de contrats éditoriaux. Une estimation prudente situe ces revenus entre quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, soit environ 10 000 à 30 000 euros annuels selon l'activité. Total estimé des revenus fixes, environ 290 000 euros à 300 000 euros bruts par an, soit 24 000 à 25 000 euros bruts par mois. Avec revenus annexes, environ 300 000 à 330 000 euros bruts par an. En conclusion, l'essentiel des revenus de Jacques Lang provient de ses retraites politiques cumulées et de son salaire à l'Institut du monde arabe. Les revenus liés aux livres et conférences existent, mais restent secondaires et variables. Ensuite, j'ai demandé un petit résumé du coût annuel estimé de Jacques Lang pour l'Institut du monde arabe, puisque nous le finançons.
jusqu'à hier, où il a donné sa démission. Le salaire brut de Jack Lang comme président de l'Institut du monde arabe est estimé entre 9 000 et 10 000 euros par mois, soit environ 110 à 120 000 euros bruts par an. En y ajoutant les charges patronales, environ 40 à 50%. Le coût employeur direct de son salaire se situe autour des 170 000 à 180 000 euros par an. À cela s'ajoutent les moyens nécessaires à l'exercice de sa fonction, comme une assistante ou un secrétaire de direction, un chargé de mission, un conseiller, des frais de représentation et de déplacement, donc des frais de bouche, donc tout un ensemble de frais qui font bien sûr augmenter la facture. Plus bien sûr, une voiture, souvent de fonction, avec un chauffeur ou un nombre de Uber ou de taxi, qui lui permettra une facture qui lui permettra de se déplacer où il veut pour ses fonctions très importantes de responsable de l'Institut du monde arabe. Total estimé, le coût global annuel pour l'Institut du monde arabe lié à la fonction de Jack Lang peut donc être estimé entre 310 000 euros et 390 000 euros par an. Ce chiffre est un ordre de grandeur basé sur des pratiques institutionnelles comparables, car aucun document public ne détaille officiellement l'ensemble de ces coûts. Il n'inclut pas ces retraites qui sont financées séparément par les systèmes publics. Donc on voit quand même que le fait d'être directeur de l'Institut du monde arabe est, pour Jack, une source de revenus conséquente, sans en faire bien sûr un milliardaire, mais dans un pays en crise où les gens ont du mal à finir le mois, un salaire de 10 000 euros par mois pour une fonction, on va dire, représentative, une fonction honorifique où il ne fait pas grand-chose, c'est pas mal et ça permet de vivoter et d'acheter ses pâtes. Alors maintenant, je ne veux pas parler des enfants à qui on met la tête dans des seaux de caca, tout ça fait partie du folklore, ce n'est pas prouvé, et puis si c'était vrai, nous n'avons pas les moyens de le prouver, parce que de toute façon, tout ça fait partie des secrets d'État bien gardés. Mais nous allons parler, je vais essayer de vous parler de l'avantage de la fonction d'être ministre de la Culture. En dehors de faire la promotion des cultures urbaines, du rap et de côtoyer des jeunes beurs, virils et sympathiques, le fait d'être ministre de la Culture permet d'avoir une influence sur le monde de l'art, sur les achats et sur le cours des œuvres. Donc, je vais vous parler un peu de la façon dont, et je vais vous lire ça va être sympa, dont on peut influencer le cours de l'art et faire de l'argent. Alors bien sûr, cela est une hypothèse, mais vous savez que mes hypothèses, en général, s'avèrent souvent être des vérités. Voici un système. Alors j'ai écrit ce texte avec mon ami ChatGPT, que j'ai bien briefé, bien sûr. Voici une synthèse structurée et détaillée de l'hypothèse que vous avez formulée. Alors, ne me voit pas. Alors, de l'hypothèse formulée, présentée de manière neutre et analytique. Je ne vais pas rentrer dans du délire, de pédophilie ou autre, qui s'avèreront peut-être exacts, mais pour le moment, je n'ai rien sur ce sujet. Mais bien sûr, les histoires d'enfants avec des têtes dans des seaux à merde sont peut-être réelles. Hypothèse. Un mécanisme d'enrichissement via les réseaux d'influence dans le marché de l'art. Contexte général. Un système fermé et relationnel. Selon cette hypothèse, les milieux du pouvoir politique, culturel et économique fonctionnent en grande partie sur une base de réseaux sociaux fermés. Les acteurs clés, ministres, hauts fonctionnaires, commissaires d'exposition, directeurs de musées, collectionneurs, se connaissent souvent
ils seraient issus, ou ils sont issus, des mêmes familles influentes. N'oublions pas que nous sommes dans un pays de caste. Des mêmes milieux sociaux, des mêmes établissements d'élite qui accueillent justement les enfants de ces familles influentes et de ces milieux sociaux. Des mêmes cercles relationnels. Ces réseaux fonctionnent par cooptation, c'est-à-dire par recommandation interne, plutôt que par sélection ouverte. Dans ce contexte, les décisions culturelles importantes pourraient être influencées, ou plutôt sont influencées, par ces liens personnels. Le levier principal, le pouvoir institutionnel sur la cote d'un artiste. Vous allez comprendre le marché de l'art, c'est très intéressant à comprendre comment ça fonctionne. Dans le marché de l'art, la valeur d'un artiste et de ses croûtes dépend fortement de sa légitimation institutionnelle. Exposition dans des réseaux nationaux, présence dans les collections publiques, participation à des événements d'État mis en avant par les médias publics. Ces actions peuvent provoquer une hausse rapide de la visibilité de cet artiste souvent médiocre, une reconnaissance de la critique, une augmentation importante de la cote marchande de son art ou de ses croûtes. L'État ou les grandes institutions culturelles disposent donc d'un pouvoir réel d'influence sur les prix. Mécanisme de l'opération. Selon ce scénario, qui pourrait s'avérer réel, le processus pourrait se dérouler en plusieurs étapes, ou plutôt le processus se déroule en plusieurs étapes. Étape 1. L'information privilégiée, un responsable politique ou culturel informe un collectionneur ou un financier proche, lui conseille d'acheter un artiste encore peu coté, en sachant que cet artiste sera bientôt promu par les institutions publiques. Étape 2, l'achat anticipé. Le collectionneur achète plusieurs œuvres à bas prix, avant toute reconnaissance officielle de cet artiste qui souvent crée et peint des croûtes. Étape 3, la promotion institutionnelle. Par la suite, le ministère, un musée ou une institution publique organise une exposition, intègre l'artiste dans une collection ou lui donne une visibilité médiatique importante par les médias d'État. Cette mise en avant augmente la crédibilité de l'artiste, fait monter le prix sur le marché privé. Étape 4, la revente ou la valorisation. Le collectionneur initial, qui n'en a que foutre des œuvres, revend les œuvres avec une forte plus-value ou les cède à une institution publique, ou les conserve comme actifs ayant fortement pris de la valeur. 4. La contrepartie possible. Dans cette hypothèse, le collectionneur pourrait ensuite remercier les responsables politiques ou institutionnels par des avantages indirects plutôt que par un paiement direct. Ces avantages pourraient prendre la forme de financement d'études pour les proches, de voyages ou séjours offerts, d'emplois dans des fondations ou sociétés liées, de prestations fictives ou contrats avantageux, de création d'entreprises ou de sociétés au nom des enfants. L'objectif, des enfants du ministre bien sûr, l'objectif serait de dissimuler la rétribution, d'éviter les traces directes de corruption. 5. Le rôle des réseaux fermés. Ce type de mécanisme sera facilité par des cercles sociaux restreints, des élites se connaissant personnellement, des commissions composées de personnes issues des mêmes milieux et ne se trahissant pas, bien sûr. Cela crée une forme d'entre-soi, un contrôle informel des décisions culturelles, une faible transparence dans certains choix artistiques. 6. La logique économique sous-jacente. Le cœur du système reposerait sur un principe très simple. Le pouvoir institutionnel sur la reconnaissance artistique. Hausse de la cote
profit privé pour les initiés, c'est-à-dire délit d'initié. Ce schéma fonctionnerait, ou fonctionne, comme une forme de spéculation guidée par l'information privilégiée, ou d'analogue au délit d'initié appliqué au marché de l'art. 7. Nature de cette hypothèse qui s'avère probablement juste. Dans sa forme complète, ce mécanisme supposerait une coordination entre acteurs publics et privés, l'existence d'informations privilégiées et des contreparties dissimulées. S'il était prouvé, et il le sera, il révélerait juridiquement de corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, voire blanchiment. Dans cette formulation, il s'agit d'une hypothèse explicative sur le fonctionnement possible de certains réseaux, et si ce n'est pas un fait établi pour un cas précis, cela semble être globalement la façon dont fonctionne le marché. Voilà, petite vidéo pour vous parler de Jack Lang et du milieu dans lequel il a évolué. Je parle de choses réelles et de véritables problèmes liés au trafic d'influence, à l'argent et à la rémunération, plutôt que d'hypothèses de pédophilie qui n'ont pas encore, je dis bien pas encore, été prouvées, et qu'il est plus intéressant de s'intéresser à des choses qui s'avèrent fortement réelles qu'à d'autres qui, si elles peuvent être réelles, n'en sont encore qu'au stade d'hypothèse. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs. Et visiblement, dans cette France, le pauvre peuple est manipulé et les pauvres contribuables, les pauvres Français, ne sont que des pions que l'on utilise et dont on se moque. C'est terrible, mais comme je l'ai dit toujours, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.